Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du Grand JT des Territoires. Tout de suite, voici les titres de l'actualité. Avec à la une cette semaine, la preuve une nouvelle fois de la solidarité des Français avec les réfugiés venus d'Ukraine. Dans le Nord, vous le verrez, un couple a vu son quotidien changer depuis qu'il accueille femmes et enfants. Évidemment, la vie à 7 est bien différente de celle en couple. Un reportage de WEO TV dans quelques instants. Le conflit en Ukraine, qui vous le savez, cause une hausse des prix des carburants. Les chauffeurs routiers sont en première ligne, bien sûr, et malgré le déblocage de 400 millions d'euros annoncé il y a peu par le gouvernement, les professionnels de la route s'inquiètent pour l'avenir de leur profession. Images et réactions à suivre de TV7, la chaîne du groupe Sud-Ouest. Le maintien des commerces dans les zones rurales, un véritable casse-tête depuis de nombreuses années. Dans la Loire, les habitants d'un village ont eu la bonne idée de se relayer pour maintenir ouverte la boulangerie du village. Une belle histoire que nous fera découvrir TL7, la télévision de la Loire. Et puis en fin de journal, nous irons en Île-de-France pour le challenge de la lucarne. Si le concept est simple, mettre une balle dans une fenêtre, relever le défi est en revanche bien plus compliqué, vous le verrez. La lucarne s'est faite connaître il y a 2 ans grâce à une vidéo postée sur Internet. Elle s'est déplacée dans les Yvelines il y a quelques jours. Reportage de TV78 en fin d'édition. On débute donc ce journal avec la solidarité des Français qui ne se dément pas. Plus d'1 mois après le début de la guerre en Ukraine, nouvel exemple dans le Pas-de-Calais cette fois-ci, où le boulanger d'un village et sa femme accueillent depuis une semaine 2 familles ukrainiennes. Une solidarité évidente pour ce couple qui connaît l'une des déplacées depuis de nombreuses années. Un reportage pour WEO TV de Caroline Fichten. Valéria connaît bien la maison, elle y est à l'aise, même si cette fois elle ne vient pas dans un contexte de vacances mais pour fuir la guerre. Sa mère et son frère Miroslav sont avec elle, une amie et sa fille de 10 ans, Masha, sont là aussi. La vie s'organise à 7 depuis une semaine. C'est un soulagement d'être ici, mêlé à l'anxiété pour les proches restés en Ukraine. C'est difficile. Nous restons ici. Nous pensions beaucoup pour la famille Ukraine. C'est difficile de cœur, c'est ça. La mère de Valérie et son amie ne parlent pas français, mais la communication fonctionne quand même. Les deux ont décidé d'aller travailler dès lundi. Elles ont trouvé chez un maraîcher pour la saison des endives. Elles vont aller travailler, elles ont prévu d'aller travailler lundi. Elles auront leur papier lundi après-midi, mais elles veulent absolument y aller le matin. Donc elles prendront notre véhicule, elles partiront à 6h du matin, elles rentreront au soir à 18h. Nous, on se chargera de l'éducation des enfants et on gardera Valéria qui continue à faire ses études par correspondance quand elle le peut, parce que les instructeurs sont parfois occupés à la guerre. La scolarisation de Miroslav et Masha est en réflexion. La famille Marquis fait tout ce qu'elle peut pour les accompagner, mais toutes les bonnes volontés seraient les bienvenues. Une association a été créée pour ça. L'association a but aussi, on a eu une réunion hier soir, de recenser les bonnes volontés pour avoir du temps disponible. Donc des gens qui pourront les amener faire des loisirs. Il y a une dame qui se propose de donner des cours de français, une institutrice. Valéria a du mal à se dire qu'elle est peut-être là pour un moment. Pour elle, cet été, c'est sûr, elle ne sera plus en France et aura retrouvé son pays. L'accueil des réfugiés qui concerne toutes les régions du territoire. À Limoges, une ancienne maison de retraite, propriété de la ville, abrite depuis quelques jours une 50aine de personnes, comme vous pouvez le voir sur ces images de la rédaction de 7 à Limoges, notre chaîne partenaire sur place. L'État, la mairie et la Croix-Rouge se mobilisent pour offrir les meilleures conditions aux femmes et aux enfants qui fuient la guerre en Ukraine. Écoutez à ce propos le témoignage de Victoria, une habitante de Kiev, soulagée bien sûr d'être en sécurité avec ses enfants, mais inquiète pour son mari resté, lui, dans la capitale. У меня, получается, муж в Киеве, потому что Marie est à Kiev. мама и сестра, они в Донецкой области. Sa mère et sa sœur sont dans le Donbass, dans l'oblast, enfin, la région de Donetsk. Физически, конечно, немножко устали, но психологически намного легче. Physiquement, je suis très fatiguée, mais psychologiquement, je commence à me sentir mieux. Мне далось очень тяжело, потому что мне там Je me остался sens en муж. sécurité. Et si l'accueil des réfugiés est évidemment essentiel pour aider les populations, l'envoi de matériel est lui aussi un enjeu crucial pour aider les personnes restées sur place. Un convoi d'une centaine de sapeurs-pompiers et de chauffeurs routiers notamment est parti mercredi de Roissy en France pour la Roumanie. Au total, 50 tonnes de matériel médical et 27 véhicules ont été transférés pour répondre aux besoins des autorités ukrainiennes face à la guerre. Un sujet de Michael Joly pour VIA 95.
Dans cet entrepôt de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle, 50 tonnes de matériel de soins et de lutte contre les incendies. Vous avez des tuyaux, vous avez aussi des brancards qui sont ici, vous avez des casques dernière génération. Ces casques, ces brancards auront pour vocation de servir aux associations des sapeurs-pompiers ukrainiens. Arrivés en fin de semaine dernière, ces équipements doivent être acheminés aux autorités ukrainiennes pour répondre aux besoins de ce pays, en guerre depuis le 24 février dernier. C'est une première sur cette taille-là, sur ce poids-là, dans un contexte qui est particulier évidemment. Et il y a une vraie volonté de pouvoir continuer à s'installer dans la durée, de donner la main à nos collègues ukrainiens qui sont dans la difficulté, on le sait. Et donc le travail sur le fret, sur la partie matérielle qui a été débuté ici, va se poursuivre dans les prochaines semaines. En plus du matériel stocké dans les cartons, 27 véhicules de lutte contre les incendies et des véhicules de secourisme vont aussi être donnés à l'Ukraine. Une action coordonnée par la sécurité civile et permise grâce à la solidarité des différents services d'incendie et de secours de France. C'est véritablement les collectivités locales et en premier lieu les conseils départementaux qui, avec leur conseil d'administration, ont décidé par délibération d'offrir l'ensemble de ces produits qui sont souvent neufs au profit des services d'incendie et de secours ukrainiens. Ça vient de l'Hérault, ça vient des Yvelines, ça vient d'un peu toutes les zones de défense, d'un peu toutes les régions. Et donc c'est véritablement une solidarité nationale qui s'exprime, qui sera certainement en mesure d'être renouvelée si les besoins ukrainiens venaient à se renouveler. Un premier convoi d'une vingtaine d'ambulances neuves, financé par plusieurs collectivités, est déjà en route. À cette occasion, 50 sapeurs-sauveteurs, 54 sapeurs-pompiers et 15 chauffeurs routiers, tous volontaires, sont mobilisés. Ils rentreront après livraison du matériel et des véhicules. Hubert Védrine était l'invité de l'émission Face au territoire, jeudi sur TV5 Monde. L'ancien ministre des Affaires étrangères du gouvernement de Lionel Jospin est évidemment revenu sur la situation en Ukraine. Écoutons-le. Vous étiez à Nantes il y a quelques jours et vous avez utilisé une formule que tout le monde comprend. Vous avez dit voilà, les Européens croyaient vivre au pays des bisounours et ils se rendent compte qu'ils vivent dans un pays qui est plutôt Jurassic Park. Alors tout le monde comprend la référence, c'est un monde effectivement très cruel. Qu'est-ce que vous voulez dire? Qu'est-ce que vous reprochez à l'Europe? Les Occidentaux en général ont dit on a gagné. Fin de l'histoire, démocratie, marché, nos valeurs universelles, etc. On a gagné. Aux États-Unis, ça prend une forme de puissance, hyperpuissance, c'est ma formule de l'époque. D'ailleurs, j'ai eu des dialogues tout à fait étonnants et stimulants avec mon ami que je salue ici, Madeleine Albright, et qui était devenue une vraie amie même par rapport à ça. Et chez les Européens, ça prend une forme plus naïve, en disant on est dans un monde post-historique, post-identitaire, post-tragique, et nos valeurs vont régner dans le monde, tout ça. Ça, c'était quand même une illusion, liée à la mondialisation heureuse, liée à la propagation de nos valeurs, liée à l'économie globale de marché, l'idéologie OMC. C'est tout ça que j'avais caractérisé comme une vision de bisounours à l'époque. Mais il n'y a pas que moi je suis un Français typique. Mais le ministre allemand Sigmar Gabriel disait « Attention, nous sommes des herbivores géopolitiques dans un monde de carnivores géopolitiques ». Mais c'était il y a 15 ans. L'émission Face au territoire avec Hubert Védrine est à voir ou à revoir sur les sites internet de TV5 Monde, de Ouest France, de Nice Matin, de France Antilles et de 20 minutes, les partenaires de cette émission politique. Et le conflit en Ukraine qui n'est pas bien sûr sans impact sur notre économie. L'envolée des prix de l'essence notamment touche de nombreux Français, parmi eux les routiers bien sûr. Les professionnels du transport sont inquiets pour leur avenir et multiplient depuis quelques jours les opérations escargots et les manifestations dans toute la France. C'est le cas notamment dans le Sud-Ouest avec ces images de nos partenaires de TV7, la chaîne du groupe Sud-Ouest. Selon certains chauffeurs, le maintien de leurs activités est aujourd'hui menacé et ce malgré le déblocage annoncé de 400 millions d'euros par le gouvernement. Écoutez le témoignage de ce dirigeant d'une petite entreprise. Il serait judicieux de faire un carburant bloqué pour les transporteurs, quelque chose de cohérent, qu'on puisse faire vivre nos sociétés et surtout les sauver. Parce que là, je parle carrément de sauver les sociétés. Nous, avec des petites structures comme nous avons, c'est pas possible de vivre avec un carburant à ce prix-là, quoi. Non mais là j'ai plus que peur, là je sais à peu près compter, donc je sais que là on travaille à perte. Bon, si c'est 2-3 semaines peut-être qu'on va arriver à se sauver, mais si ça continue dans la durée, c'est pas possible. Voilà, et puis au-delà des prix de l'essence, c'est la question de la souveraineté énergétique qui focalise l'attention des Européens depuis le début du conflit, avec une problématique principale, comment se passer des énergies fossiles importées de Russie. À ce propos, justement, la France compte 11 sites qui lui permettent de stocker une partie du gaz qu'elle importe.
Dans le sud-ouest, à la frontière entre la Nouvelle-Aquitaine et l'Occitanie, 2 de ces sites abritent près de 3 milliards de mètres cubes de gaz lorsque les réserves sont pleines. Un stock stratégique de sécurité utilisé pour éviter la pénurie que vous découvrez sur ces images fournies par notre partenaire de la Dépêche du Midi. Précision au micro de Manon Nossi. Le gaz peut venir de partout. Il vient de Norvège, il vient des Pays-Bas, de Russie. Il peut venir par pipe, il peut venir par bateau. Et donc on est ici dans un nœud où les réseaux de pipe arrivent. Et donc le principe du stockage, c'est d'injecter le gaz l'été et de le soutirer l'hiver. Donc c'est des mécanismes d'injection et de soutirage par des puits. Dans le reste de l'actualité, les difficultés de recrutement des restaurateurs et des hôteliers à l'approche de la saison estivale. Depuis la pandémie, les professionnels du secteur peinent à attirer les candidats pour inverser cette tendance. Dans le département des Pyrénées-Orientales, un recrutement anticipé est notamment mis en place. Les restaurateurs sont quant à eux poussés à revoir leur mode de fonctionnement. Tour d'horizon de la situation avec Michel Olivier de la rédaction de Via Occitanie. Il va y avoir des difficultés qui se présentent, oui. Là on n'arrive pas, on trouve personne pour l'été en tout cas. Voilà. À la brasserie du Printemps, Jean-Philippe Gomez, responsable, ne fait pas exception à la règle et peine à recruter du personnel, avec pour la saison estivale 4 postes à pourvoir, 2 en salle et 2 en cuisine. L'après-Covid, je pense que les gens n'ont pas forcément envie de trop travailler ou... Les métiers de pénibilité, ils n'en veulent plus. Dans notre secteur d'activité, ils ne veulent plus faire de journée avec une coupure. Embauchée en début de mois, Caroline travaille dans la restauration depuis 4 ans. Un métier qu'elle aime malgré la pénibilité. C'est un métier assez dur par rapport à une vie de famille, tout ça c'est compliqué. Et les gens ils sont plus assez motivés, surtout à parler week-end et les soirs. C'est surtout ça. Une problématique que l'UMI 66 et Pôle emploi tentent de solutionner en anticipant la période de recrutement. On sait très bien qu'il risque d'y avoir une petite tension sur le marché fin juin. Et donc l'idée, c'est de dire, on anticipe, on prépare, au même titre qu'on prépare les commandes, au même titre qu'on prépare la saison. La ressource humaine fait partie de cette préparation, de cette anticipation. Un secteur de l'hôtellerie-restauration qui a voté en janvier dernier une augmentation de 16% des salaires et qui est aujourd'hui contraint de s'adapter. J'ai essayé de me projeter à essayer de faire un week-end par personne, par mois au moins, mais il me faudrait que j'ai 30 à 40% de plus de salariés. Donc je pense que c'est pas viable pour les entreprises. Selon une étude de l'UMI réalisée en juin 2021, depuis la crise sanitaire, ce sont 150 000 salariés qui auraient décidé de changer de métier. Et puis favoriser l'embauche des jeunes diplômés, c'est l'objectif de la Nuit de l'orientation. Organisée chaque année par le réseau des chambres de commerce et d'industrie, la Nuit de l'orientation facilite la rencontre entre employeurs et jeunes candidats. À Ajaccio, ce rendez-vous pour l'emploi était organisé il y a quelques jours. Précision recueillie par la chaîne locale sur place via Télé Paese. Les secteurs où il y a donc le plus de demandes sont bien évidemment les secteurs de l'hôtellerie-restauration et du tourisme, beaucoup liés à la saisonnalité, les secteurs du commerce aussi, mais nous avons souhaité au travers de cette l'orientation présenter aux jeunes les métiers d'avenir, les métiers liés à l'aéronautique et aux nouvelles technologies. On trouve beaucoup de formations liées à ce secteur en Corse, bien entendu sur des niches particulières, il faudra partir sur le continent, mais les centres de formation, que ce soit des centres de formation publics avec la chambre de commerce, la chambre de métier, l'université aussi et l'éducation nationale sont là pour répondre à 90% des besoins en formation. Et puis parmi les besoins de formation, aujourd'hui en France, les métiers de la boulangerie sont très bien placés. Dans la Loire, vous allez le voir, la boulangerie d'un village, Avézieux, c'est son nom, est fermée depuis plus de 5 ans, faute de rentabilité. Les éventuels repreneurs n'ont pas toujours les moyens d'embaucher une personne pour gérer la vente sur la commune. Une difficulté en passe d'être surmontée grâce à la solidarité locale. La mairie a eu l'idée de faire tenir une boutique par les bénévoles. Le concept a débuté il y a quelques jours à peine. Boulanger et bénévoles, un reportage de Céline Ercilia pour TL7, la télévision de la Loire. Depuis 7 heures ce matin, Patrice a pris sa nouvelle casquette de vendeur en boulangerie. Une mission qui amuse les habitants, mais qui est très appréciée. Je trouve que c'est bien qu'ils soient investis et qu'ils fassent ça, parce que pour nous, ça nous fait... Et peut-être qu'on aura du meilleur pain la prochaine fois.
C'est pas moi qui le fais. C'est pas toi qui le fais. Tous les jours jusqu'à midi, sauf le lundi, des bénévoles vont assurer la vente de pain de la boulangerie de Fontanay. Patrice en est encore au rodage. 5,70 plus 1,40, ça fait 7,10. Mais le retraité semble apprécier l'expérience. J'ai eu pratiquement du monde sans arrêt. C'est bien. Je suis bien content d'avoir vendu tout ce pain. et en fait, j'ai beaucoup discuté. Les moments de convivialité étaient super. C'est le rachat de la boulangerie de Fontanay qui a motivé cette initiative. Les nouveaux propriétaires ne pourront pas embaucher une personne pour tenir le dépôt. Pour préserver le service, près de 30 bénévoles prennent le relais. Une idée inédite. Je pense qu'on est tous pareils, on se lance un peu à l'aveuglette, mais bon, on espère tenir le coup. L'opération est un peu gagnant-gagnant. Le village garde une boulangerie et les boulangers une activité en plus. Et pour faire marcher ce petit commerce, les bénévoles vont monter une association. L'objectif est aussi de récolter des fonds pour développer le service avec par exemple une épicerie. Le groupe cherche désormais un nouveau nom pour baptiser la boulangerie. Et puis sans transition dans ce grand JT des territoires, la station savoyarde de Tignes fêtait il y a peu les diversités à l'occasion de la 6e édition de l'European Snow Pride, la plus grande fête LGBT des Alpes. Un rendez-vous tout en couleurs et désormais incontournable qui a rassemblé pas moins d'1 millier de personnes au pied des pistes. À l'ordre du jour, bienveillance, solidarité, bonne humeur, comme vous le voyez sur ces images et comme a pu le constater Emmanuel Jo pour 8 Mont-Blanc, la chaîne des Alpes. Cette fête est une fête commémorative, celle de la diversité et de nos frères et sœurs. Et puis ensuite militante parce qu'on porte des idées, les idées d'égalité, les idées d'inclusivité, les idées d'avoir une société où on peut tous et toutes vivre libres, comme on est, sans être jugé, sans être discriminé, sans être agressé. Et en pensant aussi à nos frères et sœurs de l'étranger, 72 pays dans le monde criminalisent l'homosexualité, parfois la condamnent de la peine de mort. Et c'est notre devoir, quand on a la chance de vivre en France ou dans d'autres pays plus inclusifs, que de porter aussi ces messages-là qui vont bien au-delà des simples frontières du territoire de Tignes et de la France. Voilà, un beau message et une belle initiative qui nous conduit désormais dans l'Aube, où une commune est devenue l'heureux élu d'un généreux donateur. Depuis plus d'1 mois, les habitants de la ville de Sémoine reçoivent sans explication des cadeaux par dizaines, des jeux de société, des livres, des bouteilles d'alcool ou encore des enceintes hi-fi qui font le bonheur du village. Une générosité sans nom et sans visage qui n'est pas une première en France. Il y a 1 an, une commune de la Marne avait connu le même sort. L'auteur des premiers dons n'était pas alors resté longtemps inconnu et avait motivé son action par la simple volonté de faire plaisir. Des images de nos partenaires de l'Est éclair. Voilà, et faire plaisir, c'est aussi l'objectif du cinéma. Restons dans l'Aube, où la ville de Troyes accueille en ce moment le tournage du film Les Trois Mousquetaires. À l'affiche, Vincent Cassel, Eva Green, François Civil en d'Artagnan. L'accès au plateau est évidemment strictement interdit à toute personne étrangère au film. Seule la rédaction de Canal 32, nos confrères sur place, a pu glisser sa caméra dans les coulisses de la super production. Reportage lors d'une nuit de tournage qui ne laisse aucune place à l'improvisation entre sécurité, cuisine et décor. Tout est question d'organisation, regardez. Pour qu'un film se fasse, beaucoup de métiers de l'ombre sont nécessaires, à commencer par les ventouseurs, un métier spécifique au cinéma. Le rôle d'un ventouseur, c'est de venir avant le tournage, essayer de réserver les places avec les autorisations, faire une médiation avec les riverains et avoir les places qu'ils nous demandent de la production. Une organisation millimétrée demande une vigilance particulière au niveau de la sécurité. Pour ce tournage interdit au public, une dizaine d'agents sont mobilisés. On connaît les positions de chacun. Il y a une partie technique où il y a des camions qui est sécurisée également. Et là, on est sur le set. Le set est sécurisé. En exemple, les chevaux qui passent à l'instant. C'est pas anodin pour les gens qui sont là. Le cœur d'un tournage, c'est aussi le camp de base, lieu de vie de l'équipe où se trouve la cuisine. Actuellement sur Troyes, on est en train de tourner des nuits entières. Donc avant d'attaquer une nuit, il faut avoir bien mangé et les gens travaillent beaucoup mieux dans la bonne ambiance, ça génère la convivialité. Objectif du catering, faire manger 150 personnes en 1 heure. La cuisine est totalement autonome et s'adapte à toutes les situations. Notre journée dure à peu près
14 à 16 heures et on cuisine 5 heures. C'est un travail où vous avez un retour immédiat et ça se voit tout de suite sur les visages des gens. Sur ce camp de base sont installés les loges, une quinzaine de camions, chacun avec une utilité particulière. Donc là on a le maquillage qui est séparé de la coiffure, donc ce sont deux véhicules différents. On a ensuite des loges de repos dans lesquelles les acteurs peuvent se reposer. On a ensuite cette loge-ci qui fait tout l'habillage en fait, donc tous les costumes du film sont à l'intérieur. L'administratif se déplace également sur le lieu de tournage. On a un travail qui est beaucoup lié à l'humain aussi et donc on a besoin d'être en contact avec les gens qui sont sur le plateau pour échanger avec eux avec plus de fluidité aussi. À côté du plateau de tournage se trouve Stéphane, armurier chargé d'environ 300 épées. Il est également garant de la sécurité liée à l'utilisation des armes à feu. Ce métier-là, il est à cheval avec la déco, on est très proche de la mise en scène, et le régleur cascade qui nous demande des trucs particuliers. Tous ces corps de métier sont en relation et permettent la réalisation du film. Le tournage se déroulera jusqu'au 23 mars dans le Bouchon troyen. Cinéma toujours dans ce journal. En Martinique, cette fois-ci, une petite salle, celle des Anses d'Arlay, a été sélectionnée pour des travaux de réhabilitation. Objectif, redynamiser le centre-bourg et redonner vie au bâtiment construit en 1903 sans public depuis presque 10 ans. Une très bonne nouvelle pour les habitants de la commune du sud de l'île, très attractive sur le plan touristique. Elle pourrait bénéficier bientôt d'un atout culturel supplémentaire, sujet de Loïc Régis pour Via ATV sur place. L'unique salle obscure des Anses d'Arlay pourrait retrouver la lumière dans quelques années. La nouvelle a vite fait le tour de la commune. L'Atlas sera soutenu par le loto du patrimoine, un coup de pouce financier qui permet déjà à certains de se projeter. Et je suis très contente parce qu'on attendait ça. Et puis il y a des jeunes et il y a des enfants qui aiment bien aller au cinéma parce que ça fait un peu loin pour eux. Tous les week-ends, même la semaine, il y avait une ambiance ici, hier soir. Donc si ça redevient pareil, pourquoi pas? Les travaux devraient débuter en 2023 pour une durée indéterminée. La réhabilitation concerne les toitures, les planchers et les façades en béton. Le bâtiment serait alors conservé dans sa forme actuelle et une extension prendrait place à l'arrière pour accueillir les amateurs de films. En 2016, la mairie a réalisé une étude de faisabilité avec l'ADRC, l'Agence du développement du cinéma en France, pour voir dans quelle mesure on pouvait prendre ce cinéma-là. Mais rien n'est joué, il reste encore une part de suspense, car le montant total des travaux ne sera pas pris en charge par la Fondation du patrimoine. Pour l'instant, nous sommes en train de chercher du financement et l'aide de la Fondation du patrimoine, c'est très bien, mais il reste encore des financements à trouver. Et en fait, après, une fois que ce cinéma sera fait, donc il va falloir mettre en place une politique culturelle et trouver un gestionnaire, puisque de toute façon, la gestion sera externalisée. Un atout supplémentaire pour compléter le décor de carte postale des Anses d'Arlay. La salle a fermé ses portes en 2013. Elle s'apprête bien à livrer au public un deuxième épisode. Allez, on termine ce journal avec du football, ou plutôt un défi, celle de la lucarne d'Evry dans l'Essonne, probablement la fenêtre la plus connue de tous les réseaux sociaux. Concrètement, il s'agit d'une fenêtre d'un local poubelle transformé en cage de football. Depuis plus de 2 ans désormais, des amateurs tentent l'exploit d'y marquer un but. Après l'engouement sur Internet, des personnalités s'y sont essayées. Et aujourd'hui, c'est même une tournée à travers la France qui est organisée. La lucarne s'est notamment arrêtée à Poissy dans les Yvelines. Un reportage de Wilfried Ricci pour TV78 sur place. Un carré de 43 cm sur un mur de 9 mètres de long pour 2,60 mètres de haut. Un seul objectif, y faire passer un ballon de football en un minimum de tentatives. Un défi lancé à Évry dans l'Essonne durant le confinement et qui aujourd'hui fait le tour de la France. Nous sommes en 2019, première vidéo de la lucarne d'Evry qui réalise un véritable buzz sur Internet. Les habitants du quartier tentent chaque jour de réussir l'exploit. Puis c'est au tour de personnalités de s'illustrer, comme l'ancien attaquant du PSG, Néné. Le lieu devienne populaire comme ça, sérieusement c'est un gros plus pour nous et pour la ville. D'autant plus qu'on vient d'Evry, un quartier difficile aux Pyramides. Et du fait que voilà, on est assez mal réputé que par des faits divers ou des faits de violence, et de faire parler de la ville en bien, sérieusement,
c'est que du bonus, que du plus. Et maintenant, Évry s'exporte dans plus de 30 villes, de Villiers-le-Bel en passant par Poissy, avec une reconstitution grandeur nature du mur et l'organisation d'un championnat. Et on en profite aussi pour mettre des ateliers emploi, des ateliers santé, faire en sorte que le plaisir puisse être conjugué avec de l'utilité derrière. Le comédien et humoriste Alban Ivanov, originaire des Yvelines, était aussi présent pour assurer le spectacle. La lucarne passera prochainement par Marseille avec une finale nationale pour les meilleurs joueurs qui se déroulera en juillet à Évry. Voilà, rendez-vous pris cet été donc pour la finale de la lucarne en Ile-de-France. Voilà, c'est la fin de ce grand JT des territoires. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour une prochaine édition. Au revoir à tous.